7 têtes d'outils, 7 revers majeurs et environ 7 moments différents où j'ai failli abandonner. Il y a 1 an et demi, avec quelques amis, nous avons entrepris de créer le premier changeur d'outils à 7 têtes open source au monde, basé sur le Soval SV08. Nous étions débrouillards, courageux et très naïfs. Je vais partager les 7 principaux défis que nous avons surmontés pour arriver ici. Je vais expliquer nos erreurs et leurs corrections. Et surtout, 10 leçons très durement acquises et, je l'espère, universellement applicables qui vous éviteront tous ces maux de tête lors de votre prochain projet ou construction. Ah, et restez jusqu'à la fin, parce qu'après toute cette négativité et cette douleur, je vais terminer la vidéo sur une note très positive que vous ne voudrez pas manquer. J'espère. Très brève, je pense que le temps de la célébration est terminé. Allons-y! Notre premier problème était la longueur de la courroie. Vous voyez, le Soval SV08 est un peu unique dans le sens où les courroies sont maintenues par un support à l'extérieur du chariot. Plutôt que d'attendre de nouvelles courroies, j'ai essayé de faire fonctionner le tout en serrant fermement les courroies sur le chariot. J'ai tellement forcé que j'ai cassé plusieurs vis à l'intérieur. J'y vais à fond, j'essaie de les faire rentrer. Je crois que je viens de casser une vis dans le rail. Super, oh non. Mais 2 chariots différents et séparés. Donc maintenant, j'ai eu le plaisir de commander non seulement de nouvelles courroies, mais aussi de nouveaux rails. Cette vidéo ne couvrira pas tous les détails techniques. Je voulais juste partager cela. Parce qu'avec le recul, et c'est notre première leçon universellement applicable à retenir. Si c'était à refaire, je sais maintenant qu'il aurait suffi de remplacer les courroies par des plus longues. En plus, si j'avais su combien de fois nous allions devoir réimprimer et changer la navette et les rails linéaires, ou combien il est difficile d'étirer, tendre et maintenir les courroies en place. J'aurais aussi simplement fait mes recherches et trouvé le support de courroie que l'équipe DraftShift a publié depuis, qui maintient la courroie en place pour toi au prix d'environ 5 mm de déplacement latéral. Mais ça vaut le coup. Crois-moi. Heureusement, pendant qu'on remplaçait les courroies, ce qu'on a fait au moins 2 fois, je pense, parce que j'avais acheté des courroies encore trop courtes. Nous avons aussi amélioré les supports moteurs et tendeurs avec d'excellentes versions commandes numériques par ordinateur, co-développées par CN3D et Physec. Je mettrai un lien dans la description pour les intéressés. Nous avons aussi créé des supports personnalisés pour les fins de course X et Y. Parce qu'on n'était pas sûr que le homing sans capteur sur la SV08 serait assez fiable pour l'amarrage et le désamarrage. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre que le nouveau rail linéaire passe la douane, ce qui, vu ma localisation, a pris des semaines. Le nouveau rail linéaire et le chariot reçu, merci LDO Motors. Nous les avons installés et poursuivi l'assemblage de l'imprimante. Inconscient du problème, ou plutôt des problèmes cachés, comme vous vous en souvenez sûrement. Ce qui rend cette construction unique, c'est l'utilisation de 7 têtes d'outils. Il existe plusieurs constructions à 5 ou 6 têtes d'outils, mais celle-ci utilise la tête CN3D Spartacus bien plus fine. Nous pensions qu'avec quelques ajustements, le châssis du SV08 ou du Voron 24 pourrait en accueillir 7. Nous n'avions pas prévu que le rail linéaire de la poutre X ne le pourrait pas, étant conçu pour un mouvement de 350 mm en X, environ la taille du plateau d'impression, mais le premier et le 7e outil dépassent chacun d'environ 10 mm. Il fallait donc élargir davantage pour pouvoir les remettre en place. Commander un rail linéaire de 40 cm signifiait, à son arrivée, constater qu'il manquait encore 11 mm. C'est toute l'histoire de ma vie. J'ai ensuite commandé un rail de 45 cm et je l'ai découpé à 41,1 cm, juste assez long pour s'adapter entre les pièces usinées, commande numérique par ordinateur. Je viens seulement de réaliser que le chariot sur le nouveau rail n'était pas à la bonne taille. Heureusement, nous avons pu l'échanger avec un chariot LDO 35 mm trop court pour l'usage, donc il y a du positif. Ce remplacement et la personnalisation du rail n'ont apporté que du travail, des coûts et des retards supplémentaires pour un outil de plus. Honnêtement, ce n'était pas nécessaire. 5 ou 6 outils m'auraient suffi. Quoi qu'il en soit, la leçon à retenir est claire. Si vous prévoyez de construire un changeur d'outils,
Planifiez votre montage en fonction de la course réelle de votre imprimante, et non pas en fonction du nombre d'outils que vous pensez pouvoir entasser dans le châssis. Cela semble évident maintenant, comme beaucoup de ces leçons, mais comme vous le verrez, ce n'était qu'un des nombreux moments de surprise de ce processus. Pourquoi? Je me suis vraiment senti obligé de faire cette vidéo pour vous tous. En attendant la livraison du rail plus long, nous avons poursuivi la construction autant que possible. Nadir était en fait venu de Roumanie pour nous rendre visite pendant 4 jours et nous avions prévu de terminer l'imprimante pendant ce laps de temps. Malheureusement, au moment où il est reparti, nous étions en réalité encore plus en retard qu'à son arrivée. Il reste maintenant 5 minutes avant la fin de la journée de travail officielle de la semaine. Nadir est ici, nous sommes presque revenus au point où nous étions avant que Nadir n'arrive. Le problème était que, une fois les têtes d'outils assemblées sur les docks, elles restaient trop lâches et instables. Elles seraient sûrement tombées avec les vibrations normales de l'imprimante. Plusieurs facteurs entraient en jeu. Il y avait le poids des câbles, l'équilibre du design de la tête d'outil, l'angle du dock qui était légèrement incliné vers l'arrière. Mais surtout, la traction magnétique était insuffisante entre les vis en acier de mauvaise qualité utilisées sur la tête d'outil et les aimants N35 que j'avais commandés au lieu de N52. Cela peut sembler ridicule, mais Oupsi a ensuite causé de nombreux problèmes. Leçon retenue. Le matériel de qualité vaut vraiment la peine, et ce n'est pas la seule leçon de cette expérience. Avec du recul, nous aurions dû mettre le projet en pause, commander les bons aimants et des vis en acier de meilleure qualité, puis attendre. Nous voulions profiter du temps de Nadir ici, mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous avons fait. Nous avons envisagé plusieurs solutions avec les outils et le matériel disponible. Nous savions qu'il fallait ajouter une bande de décharge de traction pour câble, comme sur la Prusa XL pour alléger le câble à l'arrière de la tête de l'outil, mais cela ne suffirait pas. Honnêtement, avec ce design et tout le bazar à l'arrière, nous doutions même que des aimants plus puissants suffiraient. Finalement, Nadir et Christian de CN3D ont modifié le design. Ils ont choisi d'ajouter un support personnalisé de chaque côté pour fixer l'angle des docks, mais plus important encore, ils ont décidé d'ajouter une broche d'accouplement et une douille d'un côté de chaque outil et un aimant de l'autre. En partie encore, parce que nous n'avions tout simplement pas assez de ces aimants N52 de haute qualité sous la main pour en mettre un des deux côtés. Comme je l'ai dit, cette décision a eu des conséquences problématiques plus tard, lors de l'étape d'amarrage et de désamarrage des outils. Mais pour l'instant, cela signifiait littéralement réimprimer. Beaucoup. Nous devions réimprimer les docks, le support et les plaques frontales des 7 têtes d'outils, au moins une fois chacune. À ce moment-là, nous étions presque à court de Polymaker Galaxy Grey ABS, utilisé pour le reste du projet. Je suis intervenu et ai décidé d'imprimer l'arc-en-ciel avec différentes couleurs d'acrylonitrile styrène acrylate et d'ABS Polymaker pour chaque dock et face d'outil. Curieusement, cela s'est révélé être une excellente décision, car sinon il aurait été difficile d'identifier chaque outil lors de la configuration. Au cas où vous ne le sauriez pas, pour des raisons informatiques, la première tête d'outil est en fait configurée dans le logiciel comme outil 0, donc il devient un peu compliqué de se rappeler quel numéro correspond à quel outil physique. C'est beaucoup plus facile de les appeler rouge ou orange. C'est surtout le cas lorsque vous travaillez avec d'autres, notamment via appel vidéo et en accédant à l'imprimante à distance depuis Tel Aviv, Jérusalem ou la Roumanie. Heureusement, Nadir, bien plus rapide que moi pour assembler ces têtes d'outils, était en ville et a gentiment fait la majeure partie du montage. Il restait tard à l'atelier et diffusait en direct, même lorsque je devais rentrer pour ma famille. Je dois admettre que le départ de Nadir m'a frustré. Nous avions tous les trois investi beaucoup de temps et d'argent pour le faire venir. Nous avons quitté nos familles et travaillé sans relâche près d'une semaine. Et franchement, on s'est bien amusé ensemble. En regardant l'imprimante le jour de son départ, j'ai compris qu'on avait régressé. Nous ne sommes toujours pas revenus à notre niveau d'avant. Écoute, tu dois te concentrer là-dessus. Concentre-toi sur le positif, il n'y en a pas beaucoup, mais il faut s'y accrocher. Malgré tout, on a continué.
J'ai commandé plus de pièces et une fois qu'elles sont arrivées, j'ai passé la majeure partie de 2 jours, pendant que mon équipe était en congé de Noël, à assembler le reste des têtes d'outils et à refaire tout le câblage. J'ai pris du temps pour imprimer des dispositifs de décharge de traction en nylon sur la Soval SV08 Max. Ils sont sortis magnifiques. C'est à mettre au crédit de Magigoupa, car je n'aurais pas cru qu'une si grande imprimante pouvait imprimer du nylon. Mais hélas, nous n'étions pas encore tirés d'affaire, pas encore sortis du bois. Après l'impression et l'assemblage des nouveaux outils et quais, il a fallu les calibrer et tester l'amarrage et le désamarrage. À ce stade, comme prévu, nous avons eu des problèmes avec le design initial du Stealth Changer. Les outils de mise à niveau et la sonde, en se soulevant légèrement de la navette, déclenchent un capteur de contact à l'arrière de la plaque arrière. Cela signifie donc que, pour fonctionner correctement, les outils doivent pouvoir glisser librement de haut en bas, en utilisant leur propre poids et un peu d'aide des aimants intégrés pour redescendre. Cependant, mes plaques arrière ne glissaient pas bien, elles se bloquaient. Mais comme je n'avais apparemment pas encore bien retenu la leçon numéro 2, je ne connaissais pas la nouvelle page de dépannage du Stealth Changer. Si je l'avais fait, j'aurais découvert plusieurs méthodes pour résoudre les problèmes d'alignement, qui sont en réalité fréquents. Et cela peut être résolu par quelque chose d'aussi simple que de chauffer les pièces pour qu'elles s'ajustent les unes aux autres. Mais étant donné le niveau de frustration à ce stade de la construction, ce qui d'ailleurs m'explique aussi pourquoi il n'y a pas tant de plans de coupe pour une grande partie de tout ça, j'ai décidé de sortir tout simplement la Dremel et j'ai commencé à limer à la fois les bagues et les axes. Finalement, ça a fait le travail, mais je ne le recommande vraiment pas et vous allez vite comprendre pourquoi. À ce stade de la vidéo, vous vous dites probablement « Ce projet a l'air d'un cauchemar, pourquoi quelqu'un voudrait-il faire ça ?» Et tout d'abord, oui, alors s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous pour que l'algorithme rende toute notre douleur et notre souffrance d'une certaine manière utile. Mais ensuite, si vous voulez construire votre propre changeur d'outils, je veux vous dire que vous n'avez en fait pas besoin de passer par tout ça. Maintenant, vous pourriez penser qu'après toutes ces difficultés, tous ces revers et toutes ces erreurs, il était temps pour nous d'avoir un peu de répit. N'est-ce pas? Eh bien, non. Ensuite, le répartiteur USB bon marché d'AliExpress utilisé pour les têtes d'outils a lâché. Il fallait absolument qu'on fasse les originaux et utiliser 7 outils au lieu de 6. Les solutions du commerce, telles que le Bird's Nest ou le Nighthawk Exasplitter de LDO, ne convenaient pas à notre application. À la place, on a mis en série plusieurs cartes répartitrices USB Power Slash, incluses de LDO pour l'alimentation. Ensuite, on a relié le tout à un hub USB classique et tout a parfaitement fonctionné. Ça fonctionnait très bien, mais pour l'installer proprement sous l'imprimante, on a retiré le boîtier. Malheureusement, le fabricant de ce hub en particulier n'avait jamais prévu que quelqu'un fasse ça, et il comptait clairement sur le boîtier en plastique pour soutenir le port d'entrée USB. Avec tous les mouvements et manipulations, en retournant l'imprimante, ce connecteur s'est cassé de la carte. Je pense que même sans l'assemblage, il se serait cassé. Les vibrations quotidiennes de l'imprimante et le poids d'un câble mal suspendu auraient de toute façon fini par détruire ce dispositif. Heureusement, j'avais des hubs USB 4 en 1 à chaîner, mais ils pourraient être à l'origine de certains problèmes de communication actuels. Donc, la leçon ici, c'est d'utiliser soit une solution conçue pour les imprimantes 3D, comme le répartiteur Nighthawk de LDO. Si vous utilisez un outil pour ordinateur classique, évitez de trop le modifier et risquer sa solidité. Maintenant, sûrement, après tout ça, ça devrait être bon, non? Si seulement vous vous souvenez de ce que j'ai dit plus tôt, que le fait d'ajouter ces broches au dock allait nous revenir plus tard. Eh bien voilà, c'est ce moment-là. En gros, la solution des broches était excellente car elle maintenait l'outil sur le dock de façon sécurisée et il n'y avait aucun risque qu'il tombe. Le problème, c'est qu'il fallait aussi soulever chaque outil de Dix à 12 mm de plus à chaque amarrage et désamarrage. C'est en programmant les macros d'amarrage et de désamarrage que nous avons vraiment compris, littéralement et figurativement. Ces Dix à 12 mm supplémentaires faisaient que les courroies s'accrochaient au circuit imprimé de chaque outil. Tête! Allez! Nous pouvions ramener tout le problème à une décision, changer la conception au lieu d'attendre des vis et aimants de meilleure qualité, une autre leçon coûteuse. À ce moment-là, nous étions épuisés. Désolé de ne pas avoir eu le courage d'allumer la caméra et d'enregistrer tout cela.
Mais il faut comprendre que cela faisait des mois et des mois d'attente pour les pièces, d'impression et de réimpression, d'assemblage, de démontage et de remontage. Donc pour l'instant, la solution que nous avons trouvée pour celui-ci est simplement de limer les broches et de remplacer les aimants du dock par des aimants N52 plus puissants, qui sont arrivés entre-temps. Il nous reste 5 à 6 mm de broche pour maintenir l'outil, mais ce n'est pas aussi sûr que les 12 mm complets. Et c'est aussi super serré. Vraiment, vraiment, vraiment serré. Au point que je m'inquiète vraiment que l'imprimante casse soit le circuit imprimé, soit la douille. Si l'un des outils n'est pas parfaitement en place maintenant, je pourrais essayer simplement de coller des aimants à l'endroit où se trouvent les douilles et les broches. Maintenant que nous avons les plus puissants. Mais de toute façon, il n'est absolument pas question que je réimprime et réassemble toutes les têtes d'outils. Enfin, du moins pas toutes. Je vais y revenir dans un instant. Cette erreur m'a finalement appris 2 leçons aujourd'hui évidentes. Avant de modifier un design et surtout avant de l'imprimer et de l'assembler 7 fois, commencez par en imprimer un seul, puis testez rigoureusement les jeux en action. Testez comment ce design va influencer l'amarrage et le désamarrage, l'affûtage et le mouvement, plutôt que de simplement vous concentrer sur la performance à l'arrêt. Ou alors, encore une fois, vous savez, restez simplement avec la version principale de ce que vous construisez. Ou au moins attendez que nous ayons terminé, testé et publié celle-ci. Honnêtement, c'est entièrement notre faute. Un classique du « va lentement si tu veux aller vite ». Comme vous pouvez probablement l'imaginer, et je sais que je l'ai déjà dit plusieurs fois dans la vidéo. À ce stade, le moral de l'équipe était presque à zéro. Avec tant de revers, difficile de le nier. Depuis que nous avons commencé ce projet, certaines imprimantes et produits très cool, disponibles dans le commerce, sont sortis et nous ont fait nous demander si tout cela valait vraiment la peine. Je commençais déjà à demander à Nadir et Jacques s'il ne valait pas mieux limiter les dégâts quand nous avons rencontré un nouvel obstacle majeur. Soudain, sans raison claire, les têtes d'outils sont devenues très lâches, empêchant tout nivellement précis du portique à 4 axes. Jusqu'à présent, Nadir était resté un véritable modèle d'optimisme et d'enthousiasme pour ce projet. Mais là, ça a finalement brisé le sourire sur son visage. Est-ce que mon impatience et le fait d'utiliser la Dremel, au lieu de trouver une vraie solution, avaient ruiné tout notre travail? Est-ce qu'on était revenu à la case départ? Et la question qui nous effrayait tous, avions-nous vu trop grand avec ce projet? Nous avons choisi de faire une pause et de rentrer. Et pour probablement la 7e fois au cours de l'année écoulée, j'ai sérieusement envisagé de tout abandonner. Mais il y avait quelques raisons pour lesquelles je ne l'ai pas fait. D'abord, des obligations envers les sponsors, Nadir et Christian de CN3D et vous tous. Je sais que, pour une raison, ce projet vous intéresse toujours et que vous m'en parlez souvent dans les commentaires de mes vidéos. Ce soir-là, en expliquant à mon fils de 5 ans pourquoi ma journée a été difficile, les enfants m'ont surpris. Mais Abba, tu m'avais dit qu'on n'abandonnait pas, donc on va le faire. Puis j'ai repensé à la vraie raison de ce projet. Attends, non, je veux dire, pas uniquement la satisfaction de construire quelque chose soi-même. Par exemple, ma Voron 24 n'est ni la plus rapide ni la plus performante de mes imprimantes. Mais je l'ai construite moi-même avec l'aide de mon père et de mon fils. J'aime cette machine bien plus qu'une imprimante classique. Sa valeur va au-delà de l'utilité et j'en suis fier car je l'ai construite moi-même. Oui, je sais que ce changeur d'outils ne rivalisera sans doute pas avec des solutions industrielles comme la Prusa XL ou la Snapmaker U1, mais ce n'est pas l'objectif. C'est ce que je me dis, l'essentiel est la fierté d'avoir créé quelque chose de spécial. Sans ce projet et les nombreuses heures passées à travailler ensemble, je n'aurais pas rencontré 2 personnes devenues comme des frères pour moi. Cette histoire d'amis rencontrés en route est ringarde, mais c'est un cliché pour une raison. Et oui, ces outils branlants aussi. Une bague du support avait été retirée, mais trop fatiguée, nous ne l'avons pas vue la veille. C'est notre dernière leçon et un avertissement. Si vous vous lancez dans un projet comme celui-ci, il faut simplement l'accepter. C'est une tâche énorme et ça va prendre beaucoup plus de temps que vous ne le pensez. Des frustrations et des revers surviendront. Il faut savoir s'éloigner un jour, une semaine ou un mois, puis revenir l'esprit neuf. Il y a eu littéralement des mois entiers où l'équipe et moi avons simplement fait une pause et laissé notre motivation se renouveler. Il n'y a aucune honte à cela, sauf, comme mon petit garçon me l'a rappelé, si on ne revient pas. Alors où en sommes-nous maintenant? Est-ce que ça imprime? Eh bien, plus ou moins peut-être d'ici la fin de cette vidéo, au moment où j'enregistre ceci.
Nous avons reconstruit la plupart des têtes d'outils et je suis en train de limer les broches pour que nous puissions ajuster précisément les positions et les macros d'amarrage et de désamarrage. Au début de la construction, j'ai été impatient et j'ai insisté pour que Jason chez LDO Motors m'envoie certaines des versions de pré-production rejetées des cartes Nighthawk au lieu d'attendre qu'il fabrique un nouveau lot. Parce que, écoutez bien, je ne voulais pas que le projet soit retardé. Il avait raison. Elles ne respectent pas les spécifications et tombent toutes lentement en panne. Donc au final, je vais devoir les remplacer par quelques versions de production qui devraient être en route par la poste pendant que j'enregistre ceci. Oui, finalement, je dois encore reconstruire l'arrière d'au moins 2 ou 3 de ceux-ci. Pour l'instant, l'imprimante fonctionne bien. Homing, nivellement quad gantry et maillage du plateau sont parfaits. Et en plus, nous, c'est-à-dire Jacques, travaillons sur toute la configuration bizarre de Clipper qui vient avec le fait d'avoir 7 têtes d'outils. Motivation, détermination, mesdames et messieurs, Jacques est disponible à l'embauche. Il cherche un poste en développement logiciel. Jacques, souris-nous. Nous avons perdu énormément de temps juste à chercher pourquoi. L'imprimante se nivelait et chauffait, mais ne faisait rien car tous les outils n'étaient pas chauffés. La tentative 677 a échoué. Tout cela est très confus. Je suis très reconnaissant d'avoir Jacques sur le coup, mais je vous ai aussi promis d'essayer de terminer cette vidéo sur une note positive. Alors allons-y et mettons sur pause. Regardons le montage, Jonathan, et voyons ce qui a changé depuis mon enregistrement. Johnny, mon gars, est-ce qu'on imprime avec 2 têtes d'outils? Ne me dis pas, c'était bien. J'espère que oui, ces pauvres gars méritent une victoire. Pour la prochaine vidéo, on veut que cette machine imprime correctement. Avec 7 têtes d'outils, il reste beaucoup de travail. Il faut aligner les outils, perfectionner l'amarrage, construire l'enceinte, etc. Parce que je prévois aussi d'améliorer l'imprimante avec le chauffage de chambre open source. Le chauffage de chambre afin qu'elle puisse imprimer des matériaux vraiment très exotiques. Alors abonnez-vous si tout cela vous intéresse. Merci aussi de laisser un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous aimeriez savoir sur cette construction en finale. Une visite de l'imprimante terminée ne sera sûrement pas si intéressante, non ? Je n'en sais rien pour l'instant. Merci encore à toutes les entreprises ayant permis cette construction, notamment LDO Motors et Soval, pour leur soutien financier. Oh, et un immense merci à tous de regarder. Vous êtes la principale raison pour laquelle nous continuons quand les choses deviennent difficiles, ce qui arrive souvent. C'est tout pour cette semaine. À bientôt sur The Next Layer. Presque ça ?